Pour aujourd'hui, donc, on parle du changement. Quelque chose qui est un sujet assez récurrent, je dirais, sur la chaîne. Quand on parle de mindset, croissance personnelle, gestion financière, intelligence émotionnelle, le journal, gratitude, reconnaissance, bref. Je dirais que pas mal tous les sujets du bureau finissent par tourner autour du changement, qu'on le veuille ou non. Puis c'est un sujet que j'ai déjà apporté à plusieurs reprises avec des paroles de Simon Sinek, de Jim Rohn, de John Maxwell. C'est vraiment un sujet qui est récurrent dans la croissance personnelle, puis c'est pas un hasard, si on peut dire. C'est pas un hasard, c'est justement la croissance personnelle, l'évolution personnelle, etc., soit tous et toutes liés justement à ce fameux phénomène du changement. Parce que comme on l'avait déjà mentionné quand on avait parlé de Mel Robbins, on comprend que la vie, c'est comme des saisons successives qui suivent. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. Des fois, c'est un printemps, des fois, c'est un été, des fois, c'est un automne, des fois, c'est un hiver. Puis que dépendamment des saisons dans lesquelles on est dans notre vie, ben, c'est comprenable que en théorie, il va falloir une différente version de nous. Ce que ça veut dire, c'est que, exemple, si vous êtes face à une situation qui est très émotionnelle, ben, vous allez avoir besoin de votre version qui est la moins émotionnelle possible et qui va être capable de gérer cette situation-là le mieux possible. Au même titre que si vous êtes dans un moment financier ou dans une discussion financière, ben, on comprend que c'est notre version financière qui devrait être la personne aux commandes et non, exemple, notre personnalité euh, émotionnelle. Fait que cette notion de changement-là se trouve partout dans pas mal toutes les sphères de la croissance personnelle. Mais pour aujourd'hui, ça va être un sujet du jour classique. Pas de ressources principales, je vous dirais encore une fois aujourd'hui. Raison à ça est super simple, c'est qu'encore une fois, c'est de la réflexion personnelle, c'est de l'analyse personnelle, puis c'est pigé à même mes notes personnelles. Donc, à même mon journal, en fait, c'est pigé à même mon journal. C'est pas quelque chose que j'ai pris d'un livre en spécifique, j'ai pas quelque chose que j'ai pris d'une formation spécifiquement. C'est vraiment juste un brassage d'idées, un brassage de réflexion qui m'a vraiment amené. J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits points. Je ne passerai pas 15 minutes sur chaque point, là, je vais passer assez vite là, pour être capable de faire un petit sujet de jour qui va se tourner autour d'une trentaine de minutes, mettons. Mais c'est vraiment plein de petites idées que ça va vous donner la petite puce à l'oreille, ça va allumer cette fameuse lanterne-là, cette fameuse lumière-là. Que quand on dit justement que le changement, ça commence puis ça termine par soi, ce que ça veut dire, c'est que si on veut vraiment évoluer dans la vie, si on veut vraiment devenir notre meilleure version de nous-mêmes, ben, il faut comprendre de un, d'où commence le changement. Puis de deux, il faut comprendre vers où va le changement. C'est pour ça un peu l'idée d'aujourd'hui, le changement, ça commence puis ça termine par soi. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils veulent que les choses changent, pardon. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas en mode résolution de problème, ils sont vraiment en mode juste, je relate ce qui ne marche pas, puis j'espère que les autres vont s'en occuper. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Jim Rohn quand il disait, tu sais, les gens lui disent, ah, mais tu sais, telle chose va pas bien, telle chose va pas bien, telle chose va pas bien. Fait que je me demande quand est-ce que les choses vont changer pour le mieux. Puis lui, il répond, ben, les choses vont changer pour le mieux quand toi, tu vas prendre la décision de changer. Parce que, tu sais, vous pouvez pas travailler sur l'économie, vous pouvez pas travailler sur le gouvernement, vous pouvez pas non plus forcément travailler sur le système capitaliste puis changer votre rémunération. Vous pouvez pas changer les personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire vos managers, vos boss, vous pouvez pas les changer. Et par exemple, vous pouvez vous changer vous. Ce que ça veut dire, vous changez vous, mais ça veut dire que si vous prenez le temps de travailler sur vous, ben, vous allez augmenter votre valeur personnelle. Puis si votre valeur personnelle augmente, ben, après ça, tout ce qui est autour va augmenter également pour venir à côté votre valeur personnelle. Que je veux dire par valeur personnelle, exemple, si vous faites un emploi qui vous rémunère X dollars, ben, si vous travaillez plus sur vous, ben, pour le même travail, éventuellement, vous allez être payé Y, Z, A, B, C, etc. Parce que simplement par le fait d'avoir développé votre propre personnalité, les gens vont le voir autour de vous, puis vous allez être rémunéré en conséquence après pour votre valeur. Fait que c'est pas de travailler sur l'entreprise, c'est pas de travailler sur le gouvernement, c'est pas de travailler sur l'économie actuelle pour que cela nous ramène plus d'argent dans nos poches. C'est de travailler sur nous pour que nous-mêmes on soit capable, grâce à nos propres efforts, grâce à notre propre personnalité, d'être capable d'attirer plus puis de gagner plus, tout simplement. Fait que c'est un peu le sujet, c'est une petite introduction assez rapide pour le sujet du jour. Puis vous allez comprendre un peu justement d'où vient cette fameuse boucle du changement, comme je le disais, qui commence par soi puis qui termine par soi. Vous allez le comprendre assez rapidement à chaque point un peu en fait, de pourquoi, d'où ça part en fait, où ça va puis comment ça revient en fait. C'est quoi la balance justement de ce changement-là.
Puis la plupart des entrepreneurs vont s'entendre pour ça. La plupart des gens vont s'entendre pour ça. Puis d'ailleurs, quand on dit justement que l'argent c'est une loupe, c'est pas quelque chose qui va transformer les gens, ben, c'est que de comprendre que d'avoir des bonnes valeurs, avoir une bonne éthique, c'est ça qui va faire toute la différence déjà dès le départ. Donc ça, c'est comme, on va dire, c'est comme la base de la base. C'est-à-dire, si vous voulez être capable d'apporter de la valeur aux gens, vous devez être une personne de valeur, puis vous devez avoir des bonnes valeurs au départ. Fait que quand en termes de valeurs, ça peut être des choses aussi niaiseuses qu'avoir la pensée positive, être gentil, reconnaissant, d'être capable de vouloir aider les autres, d'être honnête. Ça peut vraiment être n'importe quoi les valeurs en fait. On a tous et toutes pardon, des valeurs différentes, puis c'est parfait comme ça. Mais de manière générale, quand on vit en société, quand on vit en groupe, quand on travaille avec d'autres personnes, on comprend de manière générale les valeurs puis l'éthique. Euh, T'en as pas force, t'as des bonnes puis des mauvaises en fait. Puis de manière générale, on veut naviguer dans un environnement avec des valeurs et des éthiques positives et non pas le contraire. Fait que je donne un exemple très très simple. C'est une des règles d'or en fait de manière générale dans la vie, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse à vous. Et puis ça, c'est vrai, ça m'a fasciné quand vous prenez à peu près n'importe quelle religion, n'importe quelle croyance à peu près, vous verrez que cette règle d'or-là, elle revient un peu tout le temps. En fait, elle revient tout le temps, en fait, à chaque fois, en fait, même. C'est simplement que la formulation va être différente. Mais on est d'accord que foncièrement, notre éthique puis notre valeur de base en tant qu'humain, c'est de vouloir aider les autres, c'est de vouloir avoir une meilleure vie, c'est de vouloir prendre soin des autres, puis c'est vouloir diminuer notre douleur au minimum. C'est sûr qu'en vouloir diminuer notre douleur au minimum, ben, ce qui va énormément nous aider, c'est justement d'avoir des bonnes valeurs puis d'avoir une bonne éthique. Donc c'est comme vraiment, on va dire, la première piste de réflexion que vous pouvez vous poser lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle d'amélioration, lorsqu'on parle de bonheur, lorsqu'on parle d'avoir une belle vie, etc. Ben, vous allez comprendre que si vous avez des bonnes valeurs puis une bonne éthique qui est au noyau de tout ça, ben, les autres couches successives vont être beaucoup plus faciles à faire. Parce qu'une bonne valeur puis une bonne éthique, les autres vont reconnaître les mêmes valeurs que vous ou la même éthique que vous. Puis à ce moment-là, ça va être plus facile de faire beaucoup de choses dans la vie. C'est justement ces fameuses valeurs-là puis ces fameuses éthiques-là vont vous permettre de vous rattacher à d'autres personnes. C'est ça, quelque chose de vraiment fondamental pour le changement, c'est-à-dire que c'est difficile d'aller chercher quelque chose dans la vie si on ne sait pas où est-ce qu'on est de un, puis on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est justement le fait d'avoir des bonnes valeurs, d'avoir une bonne éthique, ben, ça va juste vous aider à vous recentrer sur vous-même. Puis non seulement de vous recentrer sur vous-même, mais ça va également vous donner les outils nécessaires pour faire on va dire une peinture de votre futur, faire une motivation de votre futur. Puis vous allez vous dire, mettons, tel chemin représente bien mes valeurs et mon éthique. Donc probablement qu'en suivant ce chemin-là, ben, je devrais avoir des meilleurs objectifs ou du moins j'y arriverai plus rapidement. Parce que j'aurai moins d'énergie à mettre à me battre parce que ça fonctionne avec mes valeurs et ça fonctionne avec mon éthique. Fait que la plupart des gens vont s'entendre que valeurs et éthique, c'est assez central parce que ça va être une des pierres, on va dire, de construction de la base de votre bâtiment, de votre vie. Puis c'est normal qu'on n'est pas tous les mêmes. Ça, c'est 100% normal qu'on n'est pas tous les mêmes. Mais c'est important de savoir lesquels qu'on dit oui puis lesquels qu'on dit non. Fait que bonne valeur, bonne éthique, c'est vraiment super important. Puis, des fois, c'est juste niaiseux. Des fois, c'est juste de se poser la question, de se dire c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon éthique pour moi dans la vie. Puis, en général, la réponse va venir assez d'elle-même parce que vous allez comprendre assez rapidement qu'est-ce qui vous intéresse puis qu'est-ce qui vous intéresse pas dans la vie. Fait qu'exemple, que vous êtes dans une carrière qui n'est pas forcément, on va dire, adaptée à aider les autres, puis que vous, une de vos valeurs fondamentales, une des valeurs qui fait que si vous y avez touché dans votre journée, vous allez vous coucher heureux et accompli, c'est d'aider les autres, ben clairement, vous comprenez que l'environnement dans lequel vous évoluez en ce moment, c'est pas le bon. Parce que vous, votre objectif de vie, c'est d'aider les autres. Fait que c'est comme ça, des fois, que juste de faire une petite réflexion sur les valeurs comme ça, même des gens qui sont très très haut placés dans la vie, même les gens qui sont très très haut placés dans des business, des fois, juste le fait de s'asseoir à une table avec d'autres personnes puis jaser exemple de bonnes valeurs ou d'éthique, ils vont se rendre compte que ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'ils sont à côté de la traque parce qu'ils sont complètement sortis en dehors de leurs valeurs, complètement sortis en dehors de leur éthique personnelle qui s'était auto-imposée, mais qui s'en étaient simplement pas rendu compte. Fait que bonne valeur, bonne éthique, c'est bon pour tout le monde, puis c'est une piste de réflexion que n'importe qui peut faire. Simplement, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'y penser un peu. Ensuite de ça, 3 outils
qui se conjoignent très très bien une fois qu'on comprend les bonnes valeurs, la bonne éthique. C'est assez simple. C'est le fait de lire à tous les jours. Donc quand je dis lire, je dis autant des livres papier. J'en ai pas sous la main en ce moment parce que moi je suis surtout livre audio depuis les derniers temps, là. Mais exemple, un livre qui n'a pas rapport avec la business vraiment et qui peut changer pas mal de choses. Oh, pareil. Oh, chargeur. OK. Je donne un exemple de livre qui n'est pas forcément un livre de business ou quoi que ce soit, mais que moi j'aime beaucoup. Qui s'appelle Le Petit Prince est toujours vivant, donc qui est un livre de M. Thomas de Coninck, qui a été publié aussi au Québec. Qui est un livre vraiment le fun, en fait, qui parle de beaucoup de choses, bonheur, vie en général, amour, qu'est-ce qui est précieux pour les gens, qu'est-ce qui va apaiser les gens, qu'est-ce qui va frustrer les gens, dans le fond. C'est vraiment un beau petit traité philosophique, très facile à aborder, mais ça, c'est un livre papier. Donc, comme je l'ai dit, autant livre papier, livre audio, séminaire, peu importe. Vous avez vraiment plein de possibilités de trouver, justement, des choses intéressantes quand on se met à lire des choses. Fait que n'hésitez pas à agrandir votre vision, on va dire, au niveau de la lecture. C'est comme moi, je ne connaissais pas du tout les livres audio il y a quelques mois, quelques années. Mais je suis vraiment tombé en amour avec cette idée-là d'avoir des livres audio parce que ça se fait bien quand on conduit. Au lieu de mettre de la musique, je mets un livre audio. Si je fais la vaisselle, je me mets un livre audio. Quand je m'entraîne, des fois, je vais mettre un livre audio. Donc moi, j'aime beaucoup les livres audio parce que ça permet de faire autre chose de nos mains pendant qu'on écoute quelque chose puis qu'on concentre. Comme moi, par exemple, l'hiver, pendant que je pèle, j'écoute quasiment que des livres audio. Ça fait plusieurs centaines, ça fait plusieurs dizaines, des fois plusieurs centaines d'heures je dis pas par semaine, mais mettons par mois de plus d'écoute. Parce qu'au lieu d'écouter de la musique, ben, dès que j'ai une occasion, j'ouvre un livre audio à la place. Après ça, journal, très important. Je pense que c'est un des outils qui est trop négligé par la population en général, ce qui est vraiment triste. Parce que quand on se rend compte des bénéfices dans votre vie de tous les jours que le journal peut apporter, c'est-à-dire d'écrire justement vos petites pensées de gratitude, vos petites pensées de reconnaissance, qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée également. Quand vous êtes capable d'écrire ça sur papier, sur ordinateur, sur mémo vocal, peu importe, quand on se donne justement le temps et l'énergie pour écrire dans ce fameux journal-là, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou tout ce que ça peut vous apporter. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la quantité de choses positives que peut amener un journal. Je vous dirais que la meilleure façon de le comprendre, c'est de faire l'expérience vous-même. Essayez-le de le faire une fois par jour si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, au minimum à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, même au minimum une fois par semaine, si c'est vraiment trop compliqué pour vous ou vous ne savez vraiment pas quoi écrire. Mais honnêtement, de tenir un journal, c'est quelque chose qui va énormément vous aider parce que ça va faire partie justement de cette fameuse réflexion-là qu'on a parlé tantôt. Que si vous voulez comprendre vos propres éthiques, si vous voulez comprendre vos propres valeurs, ben vous n'avez pas le choix de faire une rétrospection de votre position, une rétrospection de ce qui vous êtes en ce moment, puis une rétrospection de où est-ce que vous voulez aller. Puis le journal va vous aider à ça. Parce qu'aussitôt que vous allez avoir une idée, à chaque fois que vous allez avoir une réflexion, à chaque fois que vous allez avoir un élément important qui se passe dans votre vie, ben, si vous l'avez écrit dans le journal, de un, ça va être plus facile de le retrouver. Puis de deux, vous allez oublier moins de choses parce que en vous libérant la tête justement de ce qui vous tracasse, de ce qui est important ou pas important dans votre journée, en prenant ici ce qui est dans votre tête puis en le mettant dans votre journal, ben, ça va vous libérer la tête pour faire autre chose. C'est pour ça qu'il y a tellement d'exercices qu'on appelle des memory joggers dans les business, là, en vente, dans quasiment tous les emplois, ça existe à peu près. C'est que tout ce qui vous trotte dans la tête, aussitôt que vous le transférez sur papier, que vous le transférez sur écrit, c'est que ça vient libérer une partie de votre cerveau qui était accablée par à quoi vous pensez. Puis en le déposant à l'écrit, ben, ça vous libère de la place dans votre tête. Parce que vu malgré tout, que la mémoire est quelque chose qu'on oublie rapidement, si on l'écrit tout de suite, ça va énormément augmenter votre taux de rétention d'informations, de 1. Et puis de 2, ça va justement, on va dire, diminuer votre niveau de stress, diminuer votre niveau d'anxiété également. Si quand vous avez des bonnes choses et des mauvaises choses qui vous trottent en tête, vous les mettez tout de suite sur papier. Ça va vous aider vraiment à décompresser, à mieux respirer, à être plus focus sur ce que vous faites dans votre journée aussi. Parce qu'au nombre de pensées qu'on a dans une journée, si vous en mettez beaucoup sur papier, ben vous allez vous rendre compte que ça va alléger votre tête, alléger votre cerveau, alléger votre esprit. Le fait d'avoir noté des choses comme ça en à côté dans votre journal. Fait que vraiment très très cool comme idée aussi le journal.
qui va vraiment vous aider au niveau du changement, qui va vous aider à, de un, mieux vous comprendre. Ce que ça veut dire mieux vous comprendre, c'est savoir où est-ce que vous êtes en ce moment, puis vous donner les outils nécessaires en fait pour vous rendre où vous voulez aller. Puis la magie justement d'écrire dans un journal, c'est que des fois vous allez écrire quelque chose, mettons vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, vous allez croiser quelque chose sur Internet, ça va vous donner une idée, ça va vous inspirer, puis en l'écrivant, ça va vous servir pour autre chose après. Ça, c'est vraiment cool parce que, tu sais, veux pas, la mémoire est une faculté qui oublie rapidement, mais le fait de l'écrire, ça va comme laisser une petite tâche dans votre cerveau. Puis comme ça, quand vous allez retomber dessus, ben, cette tâche-là va se réveiller puis ça va vous rappeler des choses. C'est vraiment très pratique. Puis comme je l'ai dit, avec la technologie d'aujourd'hui, je veux dire, on peut même parler à notre téléphone, puis il va écrire mot pour mot ce qu'on va lui dire. Donc la technologie, c'est pas du tout ça qui manque pour prendre des notes pour faire un journal. Souvent, la seule étape qui est difficile pour faire un journal, c'est de commencer tout simplement. Une fois qu'il est commencé, vous allez tellement aimer le processus que vous arrêterez jamais. Parce que quand vous allez comparer, exemple, une journée où vous avez écrit dans votre journal puis une journée où vous n'avez pas écrit dans votre journal, vous allez tout de suite voir la différence entre la quantité de bonheur et la quantité de malheur que vous avez eu dans votre journée, entre la journée qui est écrite et la journée qui n'est pas écrite. Puis vous allez dire, si de l'écrire la semaine, exemple, demain, ça m'évite d'être pris dans on va dire, mon esprit négatif comme je l'ai été aujourd'hui parce que je ne l'ai pas écrit, ben, vous allez tout de suite recomprendre une nouvelle fois additionnelle à quel point justement de l'écrire, ça va vous aider dans vos journées. Ça va rendre vos bonnes journées encore meilleures, puis ça va rendre vos pires journées beaucoup moins pires. Donc vraiment, quelque chose qui est super intéressant dans le journal. Puis justement, par rapport au journal, c'est l'idée d'avoir un mindset de croissance. C'est-à-dire que si vous voulez changer, exemple, certaines choses, autant pour vous que pour les gens autour de vous, ben, il faut comprendre qu'il faut avoir... Merci Natsu pour le host. J'espère que tu vas bien. Donc, au niveau du mindset, si vous comprenez que si vous voulez vous diriger dans une certaine direction, mais vous n'avez pas le choix d'avoir le mindset qui va avec. Fait que je donne un exemple. Il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je voudrais investir, exemple, à la bourse, mais je veux devenir riche vite, puis je veux pas prendre de risques. » Fait que là, vous comprenez tout de suite qu'il y a un conflit dans la tête de la personne. Elle veut faire de l'argent, elle veut faire ça vite, puis elle veut pas de risques. Puis dans la vie en général, c'est des risques. Fait que vous comprenez tout de suite que le mindset de cette personne-là n'est pas aligné avec son objectif. Si quelqu'un vous dit « Moi, je suis prêt à investir, j'ai pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais je veux que mes investissements, exemple sur un 10, un 15, un 20, un 30 ans, me ramènent un certain retour sur mon investissement pour que je puisse, à ce moment-là, l'utiliser comme une source de revenus additionnelle. » Fait que ça, c'est vraiment cool parce que là, vous comprenez que si votre mindset est aligné avec votre objectif, ben, vous allez sûrement vous rendre plus vite à votre objectif de 1, puis de 2, vous allez sûrement probablement le dépasser également. Donc, comme je le disais, l'idée du mindset, c'est que souvent les gens, leur problème dans la vie, c'est qu'ils vont surestimer le court terme, puis ils vont sous-estimer le long terme. Un journal style Journal de Montréal? Non, Natsu. Journal dans le sens de journal personnel. Dans le sens qu'à chaque fois que la journée commence, ou quand votre journée se déroule, ben, c'est de prendre des notes sur ce qui s'est passé dans votre journée. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, les bonnes idées comme les mauvaises idées, les belles rencontres comme les mauvaises rencontres, les discussions que vous avez eues avec les gens, les idées que vous avez eues avec les gens. Donc l'idée de tenir un journal, c'est vraiment de tenir un journal quotidien, c'est-à-dire d'écrire ce qui se passe dans votre vie, le négatif, le positif, la gratitude, la reconnaissance, les accomplissements, les échecs. Vraiment de répertorier en fait ce qui se passe dans notre journée, puis de l'écrire. Parce que de 1, ça libère notre tête. Puis de 2, vous allez vous rendre compte à quel point ce journal-là va devenir pardon, un outil de transformation et de changement extraordinaire, non seulement pour vous, mais également pour les gens autour de vous. Donc, journal dans le style, un peu comme on faisait quand on était jeune, certains d'entre nous, là, les fameux journaux intimes. C'est un peu le même principe, mais plus axé vers croissance personnelle puis évolution. Donc, le fait de tenir ce journal-là va très, très bien aller avec le concept de changement. Puis, vous allez vous rendre compte tout de suite des choses importantes que vous allez croiser. Recroiser dans votre journal, en fait, quand vous allez relire votre journal. Les Yellow Mr. Primus. Comment qu'il va? Bon matin. Fait que dans ce style-là, le journal le Natsu pour répondre à ta question. Ah ben d'ailleurs, c'est Primus. Ça m'étonne, t'es pas fait ça encore.
T'as pas fait ça ici, là? Un peu quoi? Un peu, oui. Un peu quoi? Un peu, oui. Ça va bien et toi? Ça va super bien, mon Primus. Donc là, j'ai parlé du mindset. Je t'ai rendu à montrer l'exemple. Donc, montrer l'exemple, c'est assez simple. C'est-à-dire que de manière générale, on croit dans la vie que quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, ça nous aide. Mais de comprendre que ça nous aide dans la mesure où on essaie d'apprendre ce que la personne nous présente. Et une fois qu'on va comprendre ce que la personne nous a présenté, ça va être de le faire nous-mêmes. Et pourquoi c'est important de montrer l'exemple, et d'ailleurs, ça va être je vais sûrement reparler vendredi de ça de toute façon, de cette fameuse de ce fameux-là, montrer l'exemple. C'est de manière générale, quand on prend le temps de le montrer aux gens, ça démontre que nous autres, on est aussi passés par là, puis ça démontre aux gens que nous aussi, dans le fond, on a déjà fait ce qu'eux ils ont fait. Puis, ainsi, les gens vont pas penser de un, qu'ils sont les seuls à faire ça, premièrement. De deux, ils vont comprendre que c'est faisable, parce que vous l'avez déjà fait. Et troisièmement, vous, ça va renforcer beaucoup de mécanismes chez vous qui vont être plus forts, plus aiguisés, plus utiles, plus efficaces. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez simple. C'est comme on dit, exemple, c'est quand on disait l'autre fois, si vous donnez un conseil à une personne, cette personne-là a la chance de l'entendre une fois, puis vous avez la chance de le réécouter une autre fois encore. Si vous dites la même chose 10 fois à 10 personnes différentes, chaque personne a l'occasion de l'écouter une fois, mais vous avez eu l'occasion de l'entendre 10 fois. L'idée de montrer l'exemple, c'est puis justement d'être capable de faire les choses, puis une fois que les choses sont faites, de le montrer aux autres, puis de le faire avec eux, pour que eux ils puissent le comprendre, puis eux ils puissent le voir de leurs propres yeux. Et puis à partir de là, c'est là que ça va devenir important parce qu'on comprend que dans la vie, plus on pense être en contrôle, plus on l'est vraiment. Et moins vous pensez être en contrôle de votre vie, moins vous allez l'être. C'est-à-dire juste simplement le fait d'avoir la croyance, le belief que vous êtes en contrôle, ça va vous donner encore plus de contrôle. Si vous avez la croyance ou le belief que vous n'êtes pas en contrôle, ben ça va être encore pire que ce que vous pensez. Parce que ce qu'on s'imagine et ce qu'on pense finit par se matérialiser d'une certaine façon dans le monde qui est devant nous. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire l'expérience vous-même. Vous allez voir assez rapidement à quel point ça peut évoluer vite, puis ça peut se comprendre vite. C'est quand on est positif, on va attirer des choses positives. Quand on est négatif, on va attirer des choses négatives. Fait que vous pouvez tout de suite faire le parallèle avec le contrôle puis le non-contrôle. Si vous pensez être en contrôle, vous allez être en contrôle. Mais si vous pensez ne pas être en contrôle, ça va être encore pire que ce que vous êtes réellement. Parce que de manière générale, notre façon de voir les choses est déphasée parce qu'on est tous différents. On a tous une façon différente de voir chaque situation. Puis de deux, après ça, on va analyser des choses comme bonnes et analyser des choses comme négatives. Mais si notre alignement, on va dire, n'est pas du bon côté, ben ça va automatiquement pencher toujours du même côté. Puis la société n'est pas faite pour ça non plus, on ne se le cachera pas. La société est faite pour qu'on soit négatif, la société est faite pour qu'on soit toxique. Les réseaux sociaux, les journaux, les téléjournaux, les radios, etc. sont vraiment... Ils aiment ça, instaurer un climat de peur, un climat d'inquiétude, un climat d'anxiété. C'est sûr et certain que quand la plupart de l'information que les gens vont recevoir, ce négatif-là, ce toxique-là, c'est là que ça devient difficile de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être positif, puis qu'est-ce que c'est d'avoir la pensée positive. Je me souviens plus du nombre exact, mais de manière générale, je pense que c'est comme 10 000 pensées à peu près qu'on a par jour. Puis de manière générale, 90% de ces pensées-là sont négatives. Fait que vous comprenez que si vous brassez ce 90%-là à tous les jours, c'est sûr que ça sortira pas bien à la fin. Fait que l'idée vraiment, c'est d'augmenter comme, mettons, notre 10% de pensées positives, puis de le faire grandir, de le faire augmenter, de le faire élargir, jusqu'à temps qu'il devienne éventuellement plus large que votre pensée négative. Fait que de montrer l'exemple, ça veut dire quoi? Quand on dit que le changement, ça commence puis ça termine par soi. C'est-à-dire que ça devient difficile d'exiger de quelqu'un d'autre ce que nous, on n'a pas fait ou ce que nous, on fait pas. C'est pour ça qu'on dit l'autre fois qu'il y a une grosse différence entre un leader et un manager. Parce qu'un manager va être facile à pointer du doigt une tâche puis de dire à l'autre fais-le. Puis le leader, lui, va être en avant, il va être sur le terrain, il va faire ce qu'il doit être fait en fait, il va le faire lui-même.
Puis après ça, il va dire à la personne, t'as vu comment j'ai fait, maintenant vas-y, fais-le. Fait que le problème dans la vie, c'est qu'il y a souvent plein de gens qui ont plein de questions, plein de réflexions, plein de solutions. Mais le problème, c'est que ces solutions-là, ils les ont jamais appliquées à personne, ni même à eux-mêmes. Fait que, ça devient difficile. Quand vous comprenez un peu justement cette fameuse relation-là, on va dire, entre le fait de dire quelque chose et de faire quelque chose, ben là, à ce moment-là, vous pouvez facilement vous mettre une espèce de barrière, une espèce de porte, que à chaque fois que quelqu'un aborde quelque chose, vous ouvrez la porte. Vous voyez, est-ce que cette personne-là montre l'exemple? C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, elle a déjà vécu ou elle vit le propos qu'elle vient de vous dire ou elle fait juste vous le dire pour le plaisir de le dire? Et à ce moment-là, si c'est juste pour le plaisir de le dire, ben suivez pas son exemple. C'est-à-dire, si cette idée-là résonne avec vous, faites-le pour de vrai. Si cette idée-là ne résonne pas avec vous, ben passez à autre chose. L'idée de montrer l'exemple, c'est que c'est beaucoup plus facile, on va dire, de faire une conversation ou d'échanger avec les gens quand on a justement cette compréhension-là, en fait, de montrer l'exemple, cette compréhension-là de l'autre. Et à ce moment-là, si vous voulez vraiment vous améliorer vous, ben, vous n'avez pas le choix que la décision vienne de vous au départ. Bon matin, Red Fox. Bon matin, Mr. Steve Goguette. Comment qu'il va? Avec l'idée de montrer l'exemple, c'est non seulement ça va renforcer votre locus de contrôle. Donc justement, cette idée-là que plus vous êtes en contrôle, plus vous l'êtes, moins vous êtes en contrôle, moins vous l'êtes dans votre tête. Donc le fait de montrer l'exemple, ça va accroître ce mécanisme-là, dans le fond, de contrôle, de 1. Et de 2, ça va vous donner beaucoup plus de facilité à former les gens après ou à leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire parce que vous l'avez déjà fait. Et comme on dit tout le temps, apprendre de ses erreurs, c'est bien. C'est super bon de faire des erreurs, c'est super bon de faire des échecs. Il faut arrêter de démoniser les erreurs et les échecs parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se dépasse dans la vie. C'est en faisant des erreurs et en se trompant. Donc, il faut arrêter de démoniser l'erreur et les échecs dans un premier lieu. Puis de 2, de comprendre que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, c'est moins, on va dire, taxant en émotion, et on gagne du temps. Donc, l'idée de montrer l'exemple justement comme ceci, ben, c'est de trouver des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, si vous voulez vous-même l'enseigner aux autres, vous n'avez pas le choix de le faire vous-même en premier. Et une fois que vous allez faire vous-même, vous allez pouvoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre, puis cette personne-là va pouvoir être la nouvelle personne qui montre l'exemple à la prochaine. Puis là, ainsi, comme ça, on va avoir une chaîne de leadership qui va se créer, où les gens vont commencer par apprendre ce qu'il faut faire, puis après ça, ils vont être capables de l'enseigner aux autres. Fait que montrer l'exemple, ça commence par vous, mais ça finit par vous. Parce que le point de départ, c'est vous qui voulez changer, donc c'est vous qui voulez vous améliorer, donc ça part de vous. Puis après ça, pourquoi ça revient sur vous après? Parce qu'une fois qu'une tâche est accomplie, une fois qu'un résultat est accompli ou une fois qu'un échec ou une erreur est rencontrée, ben, cette fameuse boucle-là, c'est que ça vous permet d'analyser ce que vous avez fait, d'améliorer ce que vous avez fait de bon, d'améliorer également ce que vous avez fait de mauvais. C'est super bon à ce moment-là de revenir sur soi avec ce fameux cercle-là de changement et de compréhension. Parce que les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, les gens qui réussissent de très haut niveau dans la vie, sont des gens qui font le tour de ce cercle-là presque tous les jours, si ce n'est pas tous les jours. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont une conversation, à chaque fois qu'ils ont un rendez-vous, à chaque fois qu'ils ont un résultat, un échec, une erreur, ils vont immédiatement y réfléchir, savoir quelles leçons ils peuvent en tirer de 1, puis de 2, comment ils peuvent l'améliorer pour le futur. Fait que cette idée-là de montrer l'exemple est au cœur du changement, est au cœur du leadership, parce que je trouve ça aberrant que dans la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui est pas capable de montrer l'exemple, en fait, va se mettre à former des gens pour leur montrer comment faire. Ça, pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je comprends pas comment on peut exiger d'un autre être humain qui fasse quelque chose qu'on n'est pas capable nous-mêmes de faire. Si tu as entendu que c'est comme ça, c'est correct. Mais quand c'est pas entendu que c'est comme ça, moi, je trouve ça pas normal. Je veux dire, par qu'est-ce que c'est correct? On donne un exemple de Henry Ford, celui qui a créé la marque de voiture Ford. Dans ses premiers CQC, dans ses premiers débuts, les journalistes ils venaient lui demander c'est quoi la puissance de votre moteur, c'est quoi les caractéristiques de votre carrosserie, etc. Puis lui, il prenait le téléphone, puis il appelait, admettons, son ingénieur, il appelait son designer, il appelait, admettons, son machiniste.
Puis les journalistes, ils disent: Ah, mais dans le fond, vous savez rien parce que vous êtes toujours en train d'appeler pour demander la réponse aux autres. Il dit: Oui. Il dit: Moi, mon but, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on met dans la carrosserie. Mon but, c'est pas de savoir comment marche le moteur. Mon but, c'est pas de savoir comment écraser la compétition. Mon but à moi, c'est de diriger tout ce monde-là puis les épauler. Il dit: J'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là par cœur parce que j'ai déjà des experts de chaque domaine qui travaillent pour moi. Moi, je suis là pour leur fournir le soutien qu'eux ont besoin. Et eux, ils sont là pour fournir leur connaissance, leur expérience à l'entreprise, puis servir ici le mieux l'entreprise possible. Fait que là, vous voyez, là, c'est une entente claire et nette. C'est-à-dire que le chef mécanicien ou le chef technologique n'ira pas voir M. Ford pour des conseils de technologie ou d'esthétique. Parce que lui, M. Ford, c'est pas ça son travail. C'est pas ça sa tâche dans l'entreprise. Fait que là, on s'entend qu'il y a un statu quo, il y a une entente commune entre chaque partie de l'entreprise puis son propriétaire. Ça, c'est 100% correct. Ce que je fais dire, c'est que dans le fait de montrer l'exemple, les gens qui te disent quoi faire, mais qu'eux-mêmes ne savent pas comment le faire, c'est plus ça que j'ai de la misère. J'ai plus de misère envers les gens qui veulent enseigner quelque chose aux gens, mais qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire, puis eux-mêmes ne sont pas aptes à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que dans ma tête à moi, ça devient pas cohérent. C'est pas normal de devoir faire quelque chose à quelqu'un si on n'a aucune idée comment ça marche. C'est là que dans ma tête que ça ne tout pas. Pour ça qu'exemple, quand des gens qui me disent comment tu fais la présentation, comment tu fais un client, etc., je vais dire: Regarde, as-tu une possibilité qu'on en jase ou whatever? Puis là, mettons, on me dit telle journée, telle heure. J'ai dit: Parfait. On rentre dans un call Discord, dans un call Zoom. Je leur dis: Ben, voici comment je fais une commande, voici comment je fais une présentation, etc. C'est-à-dire, les gens, ils me posent des questions sur la business, mais je suis apte à leur répondre parce que je l'ai déjà fait moi-même avant. Sur Internet, c'est rempli de faux formateurs qui font ça juste pour du cash. Et oui, c'est la dure réalité avec l'ère de l'information dans laquelle on est en ce moment. Tout le monde est un expert sur tout, mais c'est pas malheureusement tous des bons experts. Puis d'ailleurs, on va en aborder un petit peu de ce sujet-là, Steve Goyette, pas plus tard que vendredi. Parce que le vendredi, pour ceux et celles qui n'ont pas vu sur Discord encore, on va parler de le fameux... On peut appeler ça un métier, sérieusement, de nos jours. Le fameux métier d'influenceur, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi un mauvais influenceur? C'est quoi un bon influenceur? Puis ça va nous allumer justement une petite étoile de plus sur justement cette fameuse réalité. Il y a beaucoup de faux formateurs, beaucoup de faux influenceurs sur Internet. Puis qu'il faut être capable d'avoir un minimum de vivacité d'esprit pour être capable de faire la différence entre un bon et un mauvais. Puis d'être capable à ce moment-là de trier puis de trouver, comme je le disais tantôt au point 1, de voir avec qui vos valeurs puis votre éthique va résonner. Il y a certaines personnes que pour vous vont être charmantes, pour d'autres personnes, ils vont être énervantes. Puis d'autres personnes pour qui, pour quelqu'un autour de vous, il va être super génial, puis pour vous, il va vous taper ses nerfs. Fait qu'il y a tellement de bons formateurs, on va dire, puis il y a tellement de bons livres sur la croissance personnelle que je trouve ça toujours triste que les gens ils s'attardent à des mauvais livres ou des mauvais formateurs. Puis après ça, ils vont essayer de dupliquer ce que cette personne-là leur a enseigné. Ça, je trouve ça un peu triste. Parce que ça veut juste dire qu'ils risquent au lieu d'aider certaines personnes, ils vont juste les faire couler encore plus bas. Fait que l'affaire des faux formateurs, l'affaire des faux influenceurs, on va en reparler vendredi, mais effectivement, c'est vraiment, je pense, fondamental si vous voulez non seulement bien changer pour vous-même, mais faire un changement positif envers les autres personnes. Vous n'avez pas le choix de montrer l'exemple. Fait qu'il faut que vous le fassiez en premier. Après ça, vous allez prendre quelqu'un par la main et dire: Hey, viens voir, j'ai réussi telle chose, je vais te montrer comment faire. Je peux te montrer comment faire, je l'ai déjà fait. Puis je suis certain qu'au minimum, tu vas pouvoir faire comme moi au minimum, ou peut-être même plus, parce que je suis sûr que tu as des capacités que moi, j'ai pas. Donc moi, je vais pouvoir avoir des forces sur certaines choses, toi, tu vas avoir des forces sur certaines choses. Et peut-être que toi, ça va marcher mieux pour toi que ce que ça a marché pour moi. Mais laisse-moi d'abord te montrer comment ça marche, puis après ça, on verra qu'est-ce que tu en penses. Si tu veux vraiment faire à ta tête rendu là, libre à toi, mais je te conseille quand même d'écouter les conseils que j'ai à te donner parce que j'ai marché dans tes souliers avant toi, j'ai tracé le chemin avant toi, puis telle chose, exemple, marche mieux que telle chose, mais la décision finale reste de toi. Si tu veux pas changer ta manière de faire, tant pis pour toi, mais moi je vais continuer de la façon, exemple, qu'on me l'a enseigné et la façon dont moi je le présente. Fait que très intéressant que de montrer l'exemple aux autres. Parce que c'est très facile, on va dire, de critiquer ou de pointer du doigt quand on n'a rien fait dans la vie. Mais c'est beaucoup plus difficile
d'être empathique puis d'être compréhensif envers les autres personnes si on l'a pas fait avant, en fait. Ça, en gros, c'était montrer l'exemple. Ensuite de ça, un autre petit point, lui devrait être assez rapide. Vous allez comprendre que ça fait juste du gros bon sens. C'est pas, je suis pas en train de faire de la physique quantique ou quoi que ce soit. Là, vous allez comprendre assez facilement cette idée-là. Là, c'est assez simple. Là. C'est s'intéresser aux gens. Simplement. Les écouter, être empathique, compréhensif. Vraiment écouter pour écouter. S'intéresser aux gens. Pas plus compliqué que ça. Là. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas besoin de le développer tant que ça. Là. Vous comprenez ce que ça veut dire. De s'intéresser foncièrement et sincèrement aux gens. Là. Ça se comprend super bien. Là. Et le sourire. Niaiseux. Je vous le garantis, c'est niaiseux. Avoir le sourire, ça peut faire toute la différence. Ça peut faire la différence au téléphone, face à face, par écrit. Même en ayant un sourire, quand vous écrivez quelque chose avec un sourire d'en face, je vous garantis que vous ne le tapez pas avec la même énergie ni les mêmes mots que quand votre énergie est down. Fait que le fait d'avoir le sourire le plus souvent possible aux lèvres, ça va être très bon pour vous. Ça va augmenter beaucoup de choses pour vous de votre côté. Puis également, ça va faciliter vos relations. Ça a l'air stupide, vite de même. Mais le sourire, c'est le contagieux. Le sourire, le bonheur, le rire, les jokes, la bonne humeur, c'est contagieux. Si par défaut, vous êtes d'humeur joyeuse, d'humeur souriante, d'humeur approchable, on va dire, ben, ça va se transmettre aux autres éventuellement. Un peu comme un courant électrique ou un peu comme un message, qui vous serait passé, exemple, par courriel, puis qui sort de boîte de courriel en boîte de courriel. Fait que d'avoir justement le sourire dans la face, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Puis faites le test. C'est niaiseux, je vous le garantis que c'est niaiseux. C'est enfantin comme conseil d'avoir le sourire puis d'être heureux le plus possible. Mais faites le test autour de vous, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Puis, tu sais, je donne un exemple super simple. Testez-le, vous allez le voir, c'est impressionnant. Surtout que les restos commencent à réouvrir. Donc, vous allez pouvoir faire le test si vous voulez. Là. Exemple que vous allez dans on va dire une commande à l'auto parce que c'est la façon la plus simple de donner un exemple concret, on va dire. Exemple, vous allez à la commande à l'auto, la personne a dit bonjour, mon nom est telle personne, bienvenue chez Tata. Est-ce que je peux prendre votre commande, s'il vous plaît? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je vais te prendre ta. Merci, vous pouvez passer à tel guichet. Bon. Ça, c'est conversation classique de quelqu'un qui va chercher quelque chose au service à l'auto, si on peut dire. J'ai un exemple avec le sourire, s'intéresser aux gens et dire bonjour. La personne recommence. Bonjour, mon nom est. Bienvenue chez X. Qu'est-ce que je peux prendre votre commande, s'il vous plaît? Puis l'autre, de simplement jumper à votre commande. Intéressez-vous. Prenez votre sourire puis dites bonjour. Un exemple. Hey, salut, ça va bien? Vous voyez, sourcil par en haut, lèvres par en haut, intéressement, positif, ouvert vers l'autre, avec le sourire. Hey, salut, ça va bien et toi? Puis la personne a dit son nom. Hey, salut Stéphanie, comment tu vas? Aussi simple que ça, c'est stupide là. Je vous dis, c'est pas de la science quantique, c'est zéro compliqué ce que je suis en train d'expliquer, c'est ultra simple. Quand c'est simple, c'est quelque chose qu'on peut faire tout simplement. Par exemple, salut Stéphanie, comment tu vas? Ou salut Stéphanie, ça va bien et toi? Des fois, vous allez être surpris. Que ce soit commande à l'auto, restaurant, service à la clientèle dans un magasin en général, pompe à essence, limite. N'importe où que du service à la clientèle dans le fond, là, peu importe. Si vous gardez cette attitude-là, intéressez aux gens, sourire pour les gens, puis dire bonjour et demander comment ça va, vous allez être surpris du nombre de personnes qui vont être surpris parce que, exemple, vous êtes la première personne de la journée à leur poser la question. Puis pourtant, on s'entend qu'on n'est pas, tu sais, je veux dire, au Québec, on n'est pas dans une société où on n'est pas capable de se parler les uns les autres, puis on n'est pas une société méchante, on peut dire. Je veux dire, le nombre de touristes qui viennent d'ailleurs dans le monde, qui viennent rencontrer des Québécois, ils repartent pas mal tous et toutes avec une idée que les Québécois sont des bonnes personnes, gentilles, souriantes, accueillantes, là pour aider les autres, là pour s'entraider les uns les autres. On dirait que nous-mêmes, on oublie souvent cette petite facette-là. Cette facette-là de s'intéresser, de sourire, puis de dire bonjour aux gens. Puis ça, tu sais, on comprend que le changement commence par soi, parce que vous comprenez que si vous le faites pour les autres, c'est-à-dire sourire, être positif, dire bonjour, s'intéresser aux personnes, etc., puis éventuellement, ça va se transmettre aux autres. Parce que les autres vont vouloir faire la même chose que vous. Quand ils vont dire, hey, c'est vrai, il me semble que quand je souris, quand je m'intéresse aux gens, puis je suis honnête, puis je leur dis bonjour, ma journée va mieux. Ça, un.
Et de deux, la personne en face de moi, ça va mieux. Puis éventuellement, cette personne-là, elle risque de faire la même chose que vous. Elle vous dit, hey, tu sais quoi? Elle dit, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas compliqué de te demander comment ça va. Hey, c'est vrai que c'est pas compliqué de sourire puis de dire bonjour aux gens puis de s'intéresser aux gens. Il y a des gens qui vont se mettre à imiter ce comportement-là. Et puis c'est là qu'on comprend à quel point quelque chose d'aussi simple que de s'intéresser aux gens, de sourire puis de dire bonjour peut influencer la vie des autres positivement. Là, vous comprenez à quel point le changement commence puis termine par vous, puis à quel point le changement, c'est pas sorcier. C'est quelque chose qui se fait bien, là. C'est simplement d'avoir un peu de motivation, un peu de courage, un peu de vision, un peu de persévérance. Et éventuellement, à force de le faire, ça va devenir inconscient. Et puis, vous pouvez même le voir sur Twitch. Il y a des gens qui vont vous dire salut, comment ça. Vous allez dire à quelqu'un salut, comment ça va. La personne, elle va se répondre bien, puis des fois, elle ne répondra pas et toi. Donc, il y en a qui poseront même pas la question de comment ça va et toi. Ça, je dis pas besoin d'aller loin pour être capable d'avoir un exemple de ce que je viens de dire. Mais faites-en le test. Faites le test de vous intéresser aux gens, de sourire, de demander honnêtement et sincèrement comment ils vont. Puis vous allez voir qu'il va y avoir une différence dans votre vie et dans la vie de ces personnes-là aussi. C'est pas compliqué à faire. Fait qu'essayez-le. Je vous le dis de l'essayer, vous allez voir une différence, puis vous pourrez éventuellement nous en partager votre expérience, nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette, on va dire, de ce test psychologique, de ce test testé sur les humains même, on pourrait dire. Et vous pourrez voir par vous-même les résultats de ce petit changement de s'intéresser, de sourire et de dire bonjour aux autres, tout simplement. Ensuite de ça, je n'ai déjà parlé un peu tantôt, mais je peux en reparler, il n'y a pas de problème. J'avais écrit que c'est important de devenir notre meilleure version de nous. Puis ça rejoint un peu ce qu'on avait dit avec les 4 personnalités. Dans le sens que, dépendamment de la situation, dépendamment de qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, de qui vous rencontrez, de qui vous croisez dans votre journée, il y a des moments où vous n'aurez pas le choix d'adapter votre discours. Quand vous parlez à un dauphin, vous devez parler en dauphin. Quand vous êtes un requin, vous devez parler en requin, etc. Donc, l'idée de devenir notre meilleure version de nous, c'est comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, que vous devez traiter un dossier financier, ben, il faut que vous sortiez votre meilleure version financière de vous-même. Pas votre version émotive. Votre version émotive n'est pas utile à ce moment-là. Vous êtes en finance, vous êtes en train de gérer un dossier financier. Vous avez besoin de votre propre petit financier en vous. Votre personnalité émotive n'est pas la bienvenue dans cette situation. Fait que de devenir notre meilleure version de nous, c'est pas tant de changer en tant que tel, quand des fois les gens nous disent ah, t'as tellement changé, je te reconnais plus, tu sais. C'est pas vraiment dans ce sens-là. L'idée de devenir notre meilleure version de nous-mêmes, c'est que si on était vraiment tous avec des personnalités bien balancées et des personnalités bien évoluées, ben on s'entend que les gens n'auraient pas de dette, personne ne serait dans le trouble financièrement, il n'y aurait pas de divorce, la plupart des gens seraient heureux, mais c'est clairement pas la réalité. Donc, ça veut dire devenir notre meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire que dépendamment de ce que vous avez à gérer dans votre vie, ben, c'est comme être à l'école, c'est-à-dire que vous avez besoin d'étudier, vous avez besoin de travailler pour améliorer cette facette de votre personnalité, si on peut dire. Fait que si vous savez, exemple, que votre facette personnelle de relations humaines est un peu à désirer, laisse un peu à désirer, ben là, c'est votre occasion de dire parfait. Si je veux améliorer mes relations humaines, si je veux améliorer la façon dont j'interagis avec les gens, ben, j'ai pas le choix de devenir la meilleure version de moi-même possible pour cet aspect-là de ma vie. Fait que de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est simple. C'est simplement de se dire est-ce que je peux m'améliorer face à ce que je fais en ce moment? Puis après ça, ça va être d'être capable de renforcer après ça ce comportement-là, tout simplement. Comme je le disais l'autre fois, c'est pas mal plus facile de travailler sur quelque chose qu'on n'est pas bon que sur quelque chose qu'on est bon. Parce que la scale d'effort versus le résultat, elle différencie selon votre niveau de départ. Fait que si, exemple, en communication, vous êtes un 3, mais en finance, vous êtes un 8, ben, ça va vous demander plus d'énergie de passer de 8 à 9 ou 8 à 10 dans vos finances que de passer de 3 à 8 en communication ou en psychologie ou en échange personnel ou peu importe comment vous voulez l'appeler.
Donc souvent, on focus trop souvent sur nos forces, alors qu'on devrait plutôt désaffaiblir nos faiblesses, si on peut dire. Oui, polir son côté fort, ça peut être extrêmement puissant sur le moyen long terme, mais ça va demander beaucoup plus de travail que de travailler sur nos faiblesses. Donc, exemple, on a 3-4 faiblesses à 3, mettons, et 5 et moins, mettons, puis vous avez 4-5 forces à, mettons, 5, 6, 7, 8 et plus, ben, prenez-vous le temps, exemple, de prendre vos 5-6 points faibles, puis admettons qu'ils sont 2, 5 et moins, ben, essayez de les monter juste au-dessus de 5 un peu ou plus si vous êtes capable. Vous allez voir que toutes vos forces vont prendre une petite coche aussi. Parce que en travaillant sur nos faiblesses, ça va vous donner justement plus d'outils pour faire face aux autres choses par le futur. Puis également, ça va vous donner d'autres outils pour travailler vos forces qui sont déjà, elles, bien avancées. L'idée de devenir notre meilleure version de nous-mêmes, c'est justement de se donner cette permission-là d'évoluer, de grandir, d'avoir plus de résultats, de faire moins d'erreurs grâce à l'apprentissage qu'on va avoir eu de nos propres erreurs. Donc, devenir cette fameuse meilleure version-là, ben, ça va juste accélérer le processus pour peu importe ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que comme on le sait, peu importe le sujet qu'on veut développer, peu importe ce qu'on veut atteindre dans la vie, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous. Donc, il suffit de prendre son livre, prendre un séminaire avec lui, un appel téléphonique avec lui, une conversation privée avec lui. Et en ayant parlé à cette personne-là qui, elle, a déjà accompli quelque chose, ben nous, ça va nous aider à améliorer cette facette de la personnalité-là qu'on voulait justement améliorer. Et on le voit bien, je veux dire, les gens qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup de réussite dans la vie, il y en a qui vont planifier par 3 mois, des fois 4 mois, des fois 1 mois, des fois 6 mois, des fois 1 an, ça dépend de chaque formateur. Mais ces gens-là ne laissent pas leur vie à la chance, c'est-à-dire qu'ils vont préparer d'avance. C'est là, en fait, que le fait de devenir notre meilleure version de nous-mêmes s'applique. Parce qu'exemple, ils disent, bon, ben, ce mois-ci, je veux travailler la communication orale. Fait que, mettons, il dit période de 3 mois. Fait que là, son objectif, à la personne qui vient de se fixer son objectif, c'est d'améliorer sa communication orale dans les 3 prochains mois. Fait qu'il va prendre 3 excellents livres sur la communication orale. Il va s'inscrire, exemple, à un séminaire sur la communication. Et il va, exemple, se prendre tel audio ou tel podcast sur la communication également. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des outils pour une période de temps définie pour justement améliorer cette facette de sa personnalité. Donc, il va devenir sa meilleure version de la communication, exemple, grâce aux livres, aux audios, aux séminaires qu'il aura choisi dans cette période à partie. Ensuite de ça, je l'ai déjà dit tantôt, mais j'adore cette phrase-là. Les gens ils demandent When the things are going to change. Et Jim Rohn il répond Things will change when you change. Comme on le disait tantôt, on ne peut pas changer l'économie, on ne peut pas changer nos boss, on ne peut pas changer plein de choses. Mais c'est possible de se changer soi-même. Donc c'est notre objectif, notre mission, notre cause ici au bureau des Red Fox. C'est justement de vous donner ces outils-là, vous donner ces idées-là pour que vous puissiez changer, que vous puissiez travailler sur vous-même. Parce qu'on comprend très bien que de manière générale, que c'est pas le nombre d'heures qui va faire votre salaire, c'est la valeur que vous amenez durant le temps imparti qui va faire votre valeur, qui va faire votre salaire. C'est-à-dire, est-ce que si on était vraiment juste payé à l'heure, on pourrait ne pas travailler et on serait payé pareil. Fait que l'idée de changer, c'est que souvent on veut travailler sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. L'économie, le gouvernement, peu importe. Là, vous en allez en trouver si vous cherchez un peu, je suis certain, plus que 2. Là. C'est que souvent on essaie justement de travailler sur ces choses-là qu'on ne peut pas rendre mobiles, qui sont des choses immobiles, qui sont des choses qu'on ne peut pas atteindre, parce qu'on n'est pas assez puissant, on va dire, dans la hiérarchie de la société pour toucher quoi que ce soit. Donc, ça ne sert à rien de s'épuiser sur les choses qu'on ne peut pas changer. À la place, on est bien mieux de focusser sur les choses qu'on peut changer. Donc, c'est ça que le Things will change when you change. C'est qu'on ne peut pas travailler sur le gouvernement, on ne peut pas travailler sur l'économie, on ne peut pas travailler sur plein de choses. Mais on peut être plus fort, on peut être plus intelligent, on peut être meilleur, puis on peut être plus sage. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, le fait de changer puis d'évoluer, d'être wiser, better, and more knowledging and more doer, à ce moment-là, ça va juste vous améliorer dans votre changement, puis ça va juste, encore une fois, faire spinner cette fameuse roue du changement-là. Que si vous devenez plus sage, plus intelligent, plus posé, meilleur à réfléchir, meilleur à agir, vous allez comprendre que ce processus-là, c'est encore une fois une roue. Parce que, exemple, que
vous améliorez ça, ben, veut pas, ça va vous améliorer vous en tant que tel. Et pour ça, ça va impacter les autres autour de vous également. Mais ça arrivera pas magiquement. Ça va arriver avec du travail, de la persévérance, de la constance, au niveau des choses que vous pouvez contrôler. Donc ça, c'est Things will change when you change. Puis, tu sais, veux pas cette idée-là de changement. Une des raisons pour laquelle je trouve qu'elle est aussi importante et aussi intéressante, c'est que de manière générale, j'en ai jasé avec plusieurs d'entre vous, fait que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas être surpris de ce propos-là. C'est pas la première fois que vous l'entendez de ma bouche. Là. Mais c'est qu'il y a une différence entre chialer pour chialer et trouver une solution, être en mode résolution de problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, sont capables de critiquer tout sur tout, trouver tout sur tout, mais ils tombent jamais en mode solution. Fait que tu sais, ils vont, comment dire, ils vont vous étaler leurs connaissances d'une certaine façon sur un immense plateau d'argent, sauf qu'ils ne l'appliquent pas dans leur propre vie, ils n'ont jamais aidé personne non plus avec ça. Fait que ça, c'est vraiment un mantra puis un modo pour moi maintenant, que quand je fais face à un problème, je dis pas « Oh mon Dieu, j'ai un problème ». Je fais « Yes, j'ai un problème. C'est quoi ma solution? » Fait que je demande de tomber le plus vite possible en mode résolution de problème, résolution de conflit, tout de suite tomber en mode solution et de rester dans le mode problème le moins longtemps possible. Parce que aussitôt qu'on décide de prendre en charge un problème puis que ce problème-là devient, on va dire, un nouveau noyau pour une croissance, un nouveau noyau pour un changement, ben c'est là que les solutions vont se mettre à apparaître. Puis des fois, on est tous des gens qui sont portés à réfléchir sur beaucoup de choses, puis c'est la vérité, malheureusement. Ben, c'est de comprendre à ce moment-là que si on se met en mode résolution de problème et qu'on essaie de diminuer, exemple, le plus notre chialage, le plus notre étalage, on va dire, de connaissances, ben, c'est là que les choses vont se mettre à bouger puis les choses vont se mettre à évoluer. Fait que super intéressant d'avoir ce mantra-là puis ce mot-là dans notre tête, de se dire, à chaque fois que je suis face à un problème, je tombe en mode résolution de problème puis je veux trouver une solution. Ça, c'est le changement, en fait, la roue qui tourne justement de ce changement-là qui commence et qui termine avec soi, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on se met en résolution de problème, non seulement c'est bon pour nous parce que ça va nous amener plus de choses dans la vie de se mettre en mode résolution de problème que toujours être en mode, exemple, chialage. Puis, quand on va comprendre puis qu'on va commencer à voir l'impact que ça peut avoir autour des gens, ben là, on comprend que c'est important de le refaire. Fait qu'un mantra, un mot d'eau pour moi, pour la vie de tous les jours que j'adore. J'essaie le plus possible d'être en mode résolution de problèmes le plus souvent possible, trouver des solutions. Parce que je comprends que plus on devient apte et habile à résoudre des problèmes, trouver des solutions, plus on va être capable de gérer d'autres problèmes, des plus gros problèmes. Comme on le disait l'autre fois quand on parlait de Warren Buffett, puis de Bill Gates, puis plein d'autres personnes qui ont du grand succès, Elon Musk et compagnie, si on pense que d'atteindre ces niveaux de succès, au terme de société, en termes financiers, arrive sans problème, c'est de se tromper. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir le bonheur, vous voulez avoir une bonne vie, vous voulez bien évoluer dans la vie, etc., essayez pas de ne plus avoir de problème à la place de aller de l'autre bord et de se dire, parfait, quelle solution je peux amener à ce problème-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, on se tombe le plus souvent possible en mode résolution de problème et non pas en mode énumération du problème. Donc, en faisant ça, en mettant ce focus-là dans votre esprit d'être toujours en mode résolution de problème, vous allez voir qu'un des réflexes que vous allez avoir au début, ça va être de l'écrire. Dès que vous avez un problème, dès que vous avez une interrogation, peu importe, vous allez commencer par l'écrire. Et déjà en l'écrivant, vous allez commencer à devenir plus apte à trouver une solution parce que votre cerveau va se mettre à travailler justement pour vous trouver une solution. Fait qu'une autre facette du changement, à mon avis, qui vient avec le reste. Fait que vraiment pas moyen de s'en sortir de ce fameux résolution de problème, mode de solution, parce que la plupart de tout ce qui tourne autour de la croissance personnelle vont justement vous outiller pour le futur pour faire face à d'autres situations. Comme on le disait, on est des êtres qui apprennent, on est des êtres qui copient. Donc, c'est-à-dire si vous êtes le plus souvent possible en mode solution, mode résolution de problème,
Ben, une fois que vous avez, vous avez réalisé un problème et que vous l'avez transformé en solution, ben, si vous avez votre journal, votre mindset, votre lecture, etc. avec, ben, aussitôt que vous allez voir résolu la solution, résolu le problème, vous allez pouvoir l'écrire dans votre journal. La prochaine fois que ça arrive, vous allez être outillé pour y faire face. Que ce soit par des messages écrits, des photos, des prises d'écran, name it. Le fait justement d'avoir déjà eu une solution à ce problème, ben, quand le problème va se représenter, vous avez déjà la solution en main parce que ça vous est déjà arrivé. Fait que c'est pas pour rien que quand certaines personnes, exemple, commencent l'entreprise avec nous disent hey, telle chose, c'est-tu normal? On va y répondre oui. Et la personne a dit ben, comment tu peux me répondre si c'est normal? Ben, simplement parce que je suis passé par là avant toi, puis ça, je l'ai eu moi aussi. Fait que si tu passes au travers, c'est normal. Moi aussi, je passe à travers ça. Puis la personne qui m'a enseigné aussi est passée à travers ça de toute façon. Fait que justement, cette idée-là, ta résolution de problème, cette idée-là de mode de solution, cette idée-là de j'ai déjà marché dans tes souliers, inquiète-toi pas, puis continue, ça va bien aller. Ben, c'est justement de rendre cette espèce de normalité-là que on veut trouver des solutions aux problèmes, de un, pour être capable de l'éviter nous-mêmes dans le futur, puis de deux, pour être capable de l'enseigner aux autres également. Donc ça colle avec ce qu'on a dit tantôt, montrer l'exemple, le journal, le mindset, avoir des bonnes valeurs et de bonne éthique, s'intéresser aux gens, vouloir aider les gens, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc tout ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais justement de garder cette idée-là, ce mot-là, ce mantra-là en tête, de résolution de problèmes, de solutions, ça va changer beaucoup de choses pour vous, je vous le garantis. Puis ensuite de ça, pourquoi Just a Cause? Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit au début. Quand on a parlé de la bonne éthique et des bonnes valeurs, en fait, votre pourquoi, je l'avais décrit comme ça la dernière fois, que c'est comme votre espèce de bouclier qui va vous protéger face à la société. C'est-à-dire que quand les gens vont venir attaquer votre projet, attaquer vos idées, attaquer votre entreprise, peu importe ce que vous faites dans la vie, les gens vont venir vouloir attaquer, puis votre pourquoi, ça va être cette espèce de bouclier-là. C'est-à-dire quand les gens vont venir frapper sur votre bouclier, ben vous, ça va être de vous dire dans votre tête pourquoi je fais ça déjà. Puis est-ce que la personne qui m'attaque en ce moment, elle a ce que je veux? Si la personne qui vous attaque en ce moment sur votre bouclier n'a pas ce que vous voulez, ben ça sert à rien de vous épuiser avec cette personne-là. Fait que cette idée de pourquoi-là, en fait, c'est un peu la raison qui va être centrale de tout ce que vous faites. C'est-à-dire que ce pourquoi-là, en fait, c'est un peu sur tout va reposer là-dessus, puis il va changer également. Donc, j'ai un exemple, il y a certaines personnes qui vont dire bon, ben moi, je commence ça parce que j'aimerais ça atteindre la liberté financière, puis jamais me soucier de mes factures. Puis, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans dans la business, mettons, il devient papa ou la personne devient maman. Il va dire ah, tu sais quoi, mon pourquoi vient de changer. Mon pourquoi, c'est pas simplement d'avoir la liberté financière. Mon nouveau pourquoi, c'est de laisser un héritage assez gros à mon enfant pour que financièrement, il n'y ait pas de soucis. Fait que, on vient de shifter de liberté financière à laisser un héritage à mes enfants, mais c'est le même projet qui chapeaute les deux. Fait que ça, cette idée-là de pourquoi, c'est vraiment ce qui va vous permettre de relativiser les choses quand ça va bien, puis ce qui va vous permettre de relativiser les choses quand ça va mal aussi. Écoutez, je peux vous donner, excusez-le, je peux vous donner un exemple très simple justement de pourquoi. Je vais aller vous chercher mon pourquoi à moi. Vous allez voir, ça va peut-être vous ouvrir les yeux un peu sur ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai une faute ici. J'ai pas changé mon âge. Il va falloir que j'aille changer mon âge d'ailleurs. Faut pas que j'oublie ça. Fait que, moi, mon pourquoi veut pas, c'est de vouloir aider les gens, c'est d'aider les autres, mais je comprends que je pourrais pas aider les autres si je m'aide pas moi-même. Fait que pourquoi est-ce que je construis ma business sur Twitch? Pourquoi est-ce que je construis ma chaîne YouTube? Pourquoi je travaille pour mes podcasts? Pourquoi je travaille? Pourquoi j'ai de l'argent à la bourse? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ben, c'est parce que je veux que moi, financièrement, mes finances soient prises en charge par mes efforts. Puis après ça, une fois que moi, ma sphère à moi va être sous contrôle, ben là, je vais avoir les outils nécessaires pour aider les autres. Fait que ce qui m'excite pour le futur, ce qui m'excite pour la réalité que j'ai en ce moment, puis ce qui m'excite pour la réalité qui s'en vient pour le futur, ben c'est de voir combien de personnes je vais pouvoir aider. Sauf que je sais que je pourrais pas aider les autres si je m'aide pas moi au départ. Fait que c'est pour ça que mon pourquoi, moi, ma raison qui me pousse, moi, c'est d'utiliser justement la croissance personnelle, d'utiliser la business que je développe
pour être capable d'aller chercher cette fameuse liberté financière-là. Une fois que cette liberté va être là, ça va non seulement me donner les outils nécessaires pour aider encore plus de monde, mais en plus, ça va me donner une possibilité de redonner encore plus. Fait que la raison principale pour laquelle moi je fais ça, c'est pour avoir la paix d'esprit, la paix financière et la paix physique. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand on est en situation d'anxiété, en situation de stress, en situation de course-poursuite, on court un peu à gauche, à droite comme une poule pas de tête. Ça a toujours été démontré que c'est pas bon pour nous et notre entourage sur le moyen et long terme. Fait que moi, ce que je veux, c'est être capable de prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé physique, prendre soin de ma santé financière sans trop vivre de stress, trop vivre d'anxiété parce que ça devient difficile d'aider les autres, ça devient difficile de s'améliorer quand on est trop pris dans un cercle, on va dire, d'anxiété ou de stress. Donc, le fait d'aller chercher justement cette paix d'esprit-là grâce à la liberté financière, puis après ça, ça va me donner la possibilité de prendre soin de moi. Fait que j'aurais plus besoin de courir après plein de choses pour ma santé physique, santé mentale, etc. Toutes mes factures ou toutes on va dire, mes temps de repos vont être gérés grâce à mon revenu de liberté financière. Et une fois que moi, je vais être pris en main comme du monde, que moi, ma base va être solide, ben là, je vais être capable d'aller vers les autres et les aider. Et je sais que je vais être capable de les aider parce que moi, de mon côté, ma liberté financière va être atteinte. Donc, j'ai pas à m'inquiéter que le mois prochain, j'ai pas d'argent qui rentre pour payer mes factures. Mes factures sont déjà réglées par ma liberté financière. Là, ça me donne plus de temps, plus d'énergie, non seulement pour se concentrer sur moi, pour m'assurer que ma vie à moi soit comme je le veux, mais de deux, ça va me donner l'énergie et les ressources nécessaires également pour aider les autres. Fait que ça, c'est le pourquoi. Puis après ça, la Just Cause, ça, on en a déjà parlé, puis d'ailleurs, ça me fascine qu'il y ait autant d'entrepreneurs maintenant, puis d'écrivains qui en parlent. Un exemple, John Maxwell, dans son dernier livre, Change Your World, il en parle justement de la Just Cause, qui nous vient de Simon Sinek dans son livre qui s'appelle The Infinite Game. Et puis il dit la Just Cause, soit vous pouvez créer votre propre Just Cause, votre propre mission, soit vous pouvez rejoindre celle de quelqu'un d'autre. Il donne un exemple, Martin Luther King, quand il a commencé, Martin Luther King Jr., excusez-le, quand il a commencé son mouvement, ben, les gens se sont alliés à cette vision-là, à cette mission-là, à cette Just Cause-là, pour se rallier à cette idée-là, puis se rallier en arrière de lui. Donc la Just Cause, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin de créer, c'est quelque chose que vous pouvez créer, mais vous pouvez également y rejoindre une autre Just Cause qui vous rejoint déjà, sans forcément avoir eu besoin de la créer vous-même. Fait que moi, ma Just Cause, c'est que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation dans la construction de leur futur, puis que cette construction-là se fasse avec sécurité, contrôle ainsi que liberté financière, puis de faire tout cela en ayant du plaisir. Et ça, c'est ma mission, ma Just Cause, qui me touche moi personnellement, ainsi que la communauté ici. Je pense que c'est notre objectif à tous et toutes ici. C'est que les gens soient en sécurité, que les gens soient en contrôle de leur vie, que les gens soient proches ou en obtention de leur liberté financière, puis qu'après ça, eux, ils puissent faire le propre design de leur propre vie, puis qu'ils puissent vivre leur vie comme ils l'entendent à ce moment-là. Certains rejoignent la juste cause de leur famille en héritage aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça. C'est des entreprises familiales, des gens que de génération en génération, ils vont avoir les mêmes valeurs, la même éthique, puis ils vont justement continuer on va dire cet héritage-là qui date, exemple, de leurs parents, de leurs grands-parents ou même d'avant. Puis cette juste cause-là, c'est pour ça que c'est un concept qui est, on va dire, plus inclusif, on va dire, qu'un pourquoi ou qu'une mission. Parce que la juste cause, en fait, c'est un idéal qui ne s'atteindra jamais. C'est ça que ça veut dire, en fait, une juste cause. C'est un idéal vers lequel on veut tendre, qui serait vraiment extraordinaire s'il était atteint, mais qu'on n'atteindra jamais, mais qui permet à monsieur, madame, tout le monde de rejoindre votre juste cause si ils sont en harmonie, dans le fond, avec votre just cause. Ils vont pouvoir travailler avec vous pour l'atteindre eux autres aussi, pour vous aider dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt qu'on n'est pas forcément obligé de s'inventer une just cause. Vous pouvez facilement trouver une just cause qui résonne avec vous et y participer. C'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de créer toute pièce. Après, ça reste un choix personnel. Mais effectivement, la just cause, on l'oublie souvent. Mais il y a plus de gens qu'on pense qui en ont à partager des just cause. Simplement que les gens, ils prennent pas forcément le temps de s'analyser, forcément le temps de se comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler d'aujourd'hui de ça, justement, de ce sujet, excusez. Le changement, que ça commence et ça termine par soi, justement, avec les 8 petits points que je vous ai partagés. C'est justement cette idée-là que
Vous avez la possibilité de créer votre propre futur, créer votre propre bonheur, mais que ça vient avec du travail, puis ça part de vous, puis ça revient vers vous. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui enclenchent ce processus de changement-là, c'est de comprendre que c'est pas quelque chose à sens unique, c'est une voie à double sens, puis c'est également une roue qui tourne. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont pris sur eux la décision de changer, si vous voulez que votre changement soit efficace et durable, vous n'avez pas le choix de faire une rétrospective assez souvent pour voir comment va ce changement-là, comment s'évolue ce changement-là. D'où l'important justement d'apprendre de nos erreurs, apprendre des erreurs des autres, tenir un journal, etc. C'est que ça va vous aider à réfléchir, puis ça va vous aider à améliorer justement ce fameux processus du changement. Allô, le faux du Max, ça va bien, toi, comment tu vas? Bon matin. Bon matin, Florian également. J'espère que le faux du Max et Florian, vous allez bien tous les deux. Donc, je vous dirais que ça fait un bon résumé de ce que je voulais aborder. Donc, je vais... Welcome. Le faux du Max qui récidive avec un triple abonnement donné à Florian. Ben voyons donc, mon faux du Max, un gros merci à toi. 20e déjà d'abonnement, c'est fou. Et encore top 1. Tu reprends ta place de top 1 pour le mois de juillet, let's go. Pourquoi il y a un verrou sur le mur de la salle de réunion? Ben ça, c'est notre symbole de sécurité, mon Florian. Étant donné que dans l'étage où on a la thalassothérapie, l'aromathérapie, la massothérapie, puis ainsi que la clinique de santé, on a également maintenant un bureau de sécurité fourni gracieusement par le Faux du Max par sa présence et son soutien pour le stream. Vous avez de nombreuses scènes qui ont le petit symbole comme ça, comme il y a à côté de la caméra ici. Petit symbole de cadenas bleu pâle et bleu foncé. Justement pour vous le remercier dans le fond de sa participation à la chaîne. Donc c'est le Faux du Max qui gère la sécurité de la chaîne. Je vous watch tous mes estis. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit cadenas dans plusieurs de mes scènes. C'est pour remercier le Faux du Max pour son support pour la chaîne. Donc également souligner sa participation à la chaîne. Il est très souvent dans les top gifs, très souvent dans les donations également. Donc pour le remercier pour son soutien à la chaîne,